Alors bonjour à toutes et à tous. Alors il nous revient à ma collègue Audrey Hayne et moi-même le rôle ingrat de vous présenter un état des lieux chiffré de la participation des filles et des garçons dans les activités sportives, les activités de loisirs et l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc j'espère que vous ne serez pas complètement assommés. C'est pas toujours drôle d'entendre une série de chiffres, mais comme les intervenantes précédentes vous l'ont dit, ça permet très souvent d'éclairer, d'avoir un peu une bonne optique de la situation réelle. Alors, quels sont les chiffres qu'on va vous présenter? Donc, on a choisi de vous présenter des chiffres spécifiques dans des activités qui sont vraiment menées par et en Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, au niveau des loisirs, on vous parlera des clubs sportifs et des académies, du secteur de la jeunesse ou encore d'autres pratiques culturelles. On vous parlera évidemment de l'école, puisqu'il ne faut pas oublier que l'école, c'est quand même le lieu où les enfants passent le plus de temps. On essaiera ensuite et à la fin de tirer quelques perspectives. Alors, au niveau des loisirs des jeunes, on s'est demandé tout d'abord ce que les jeunes aiment faire. Alors ici, vous avez des résultats tirés d'une étude assez récente menée par l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse, qui nous dit quoi? Qui nous dit qu'en fait, 37% des jeunes répondent, enfin, dans les réponses des jeunes, on trouve pour ces 37% l'activité sportive. Ensuite viennent à 17% les amis, les copains, et puis faire quelque chose ensemble. On voit que les activités pour les jeunes encadrés font assez peu partie des réponses données, près de 5%, et les activités artistiques seulement 3%. Donc concrètement, où ces activités vont se réaliser? Évidemment dans les clubs et les académies, donc au niveau sportif, dans les fédérations sportives, les centres ADEPS, ou alors, on a aussi pris des chiffres qui vous donneront une impression, enfin une première, je dirais, indication sur la voie vers la professionnalisation du sport. Ensuite, au niveau culturel, on vous parlera des académies, donc c'est l'enseignement non obligatoire, ça reste de l'enseignement. Ensuite, la jeunesse, avec spécifiquement les maisons de jeunes et les mouvements de jeunesse. Et dans les autres pratiques culturelles qui seront abordées, on vous parlera des musées, de la télévision, de la presse écrite, et malheureusement pas des bibliothèques, puisque nous n'avons pas pu trouver de chiffres de fréquentation des filles et des garçons. Alors concrètement, est-ce que les jeunes vont dans les clubs et les académies? C'est une première question qu'on peut se poser. Alors toujours dans la même étude, 51% des jeunes ont répondu que oui, ils y vont ou ils y ont été dans le passé, mais plus actuellement. 17% des jeunes, par contre, n'y vont jamais. Si on fait un petit focus sur qu'est-ce qui se passe au niveau des filles et des garçons, si tu peux passer, voilà. Alors, on voit qu'il y a déjà une première différenciation, donc au niveau de la fréquentation des clubs et académies, au niveau des filles et des garçons. Donc, on voit que les garçons sont plus du double des filles à participer aux clubs et aux académies en organisant les activités. Mais que filles et garçons sont pratiquement dans la même proportion, je dirais 42% pour les filles et 50% pour les garçons, à participer simplement aux activités menées par les clubs et les académies. Donc, en conclusion, on peut dire qu'à ce niveau-là, les garçons fréquentent un peu plus les clubs ou les académies que les filles. Donc, clubs sportifs et académies, donc enseignement non obligatoire. Alors, spécifiquement au niveau du sport, là, on voit qu'il y a tout de suite une différenciation beaucoup plus nette. C'est au niveau de la fréquentation par semaine. Donc, on voit que les garçons vont quand même être plus ou moins 15% à fréquenter au moins, enfin tous les jours, un club sportif. Par contre, moins de 6,5% des filles vont fréquenter les clubs sportifs à la même fréquence. Par contre, les filles sont près du double que les garçons à ne fréquenter jamais un club sportif. Alors évidemment, ça a des implications puisqu'on sait que sport et santé sont fortement liés. Si on regarde la dia suivante, on voit que les filles sont beaucoup plus nombreuses à ne pas pratiquer 30 minutes de sport par semaine.
Alors, il faut aussi être honnête et dire que la fréquentation sportive et la pratique sportive de manière générale est plus fortement liée aux conditions matérielles qu'au sexe. Le sexe est néanmoins fortement présent. Alors, au niveau des fédérations sportives, on vous a parlé tout à l'heure de la... C'est celle d'avant. Voilà. On vous a parlé tout à l'heure de la fréquentation des fédérations sportives par les filles et par les garçons. Donc, on voit de manière générale, effectivement, 30% de filles fréquentent les fédérations sportives qui sont subventionnées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Par contre, on voit qu'il y a seulement 4 fédérations sportives qui sont plus ou moins mixtes, qui sont l'athlétisme, la natation, le volleyball et le ski. Et qu'il y a uniquement 4 fédérations sportives qui sont non mixtes, mais dans le sens d'une non-mixité plus élevée, enfin une fréquence plus élevée des filles. Et ce sont la gymnastique, le yoga, l'équitation et le patinage artistique. Toutes les autres fédérations sportives sont non mixtes avec une représentation beaucoup plus importante des garçons. Donc on retrouve dans l'ensemble de ces fédérations sportives, évidemment le football, on s'en doutait, mais aussi les arts martiaux et autres. Alors au niveau de la fréquentation des centres ADEPS, on arrive à un équilibre un peu amélioré, puisqu'on voit que 60% des fréquentations des centres ADEPS est composé de garçons et 40% de filles. Mais il faut dire que sur les 69 disciplines sportives qui sont proposées par les centres ADEPS, on va retrouver seulement 10 disciplines qui sont davantage fréquentées par les filles et 15 qui seront davantage fréquentées, enfin autant fréquentées par les filles et les garçons. Par contre, 44 disciplines, soit ce qui représente 63% de la fréquentation, sont plus fréquentées par des garçons. Ça pose évidemment des questions ici en termes de gender budgeting, donc à qui va l'argent de l'État en matière de filles et garçons dans les activités sportives, évidemment. Alors, au niveau de la DEPS, on voit ici cette même répartition avec donc ces 10 disciplines qui sont plus davantage fréquentées par les filles. Donc le cirque, le beach volley, la danse moderne, l'équitation, la natation synchronisée, le fitness, la gymnastique artistique et la gymnastique rythmique. Les disciplines qui sont plus ou moins mixtes sont l'aviron, l'escalade en salle, l'éveil à la motricité, qui concerne les plus petits évidemment, la natation, la planche à voile, le tennis, le vélo, la course d'orientation ou le volleyball. Alors, on voit cette même répartition, plus ou moins 30-70, évidemment, au niveau des jeunes athlètes et des sportifs de haut niveau. Donc, il faut savoir qu'il y a 4 catégories au niveau du sport en Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous avez tout d'abord les espoirs sportifs aspirants, donc là, avec 72% de garçons et 28% de filles. Les espoirs sportifs internationaux, où on a un peu moins de garçons, 64% de garçons et 36% de filles. Les partenaires d'entraînement, donc qui accompagnent les espoirs sportifs dans leurs entraînements, avec 90% de garçons et 10% de filles. Et enfin, les sportifs de haut niveau, donc avec cette même proportion de 72% de garçons et 28% de filles. Donc il faut savoir aussi que sur les 1099 sportifs de haut niveau, on a 799 garçons de moins de 18 ans et 323 filles. Voilà, au niveau des académies, donc l'enseignement non obligatoire, les arts, on s'est posé la même question de savoir si la fréquentation était effective par les jeunes. Donc on voit ici qu'elle est vraiment beaucoup moindre, évidemment, que la fréquentation sportive. Et on voit que seulement 4% des garçons fréquentent tous les jours
une académie, contre un peu plus 6,3% de garçons. Par contre, on voit que plus de 60% de garçons n'ont jamais fréquenté une académie. Par contre, 44% des filles, elles sont seulement 44% des filles à n'avoir jamais fréquenté une académie. Donc ici, on voit bien qu'on s'oriente très très fort vers le stéréotype. Aux garçons, le sport, aux filles, les arts. On est vraiment dans la confirmation de ce stéréotype. Alors, au niveau de la fréquentation effective qu'on a pu récolter auprès du secteur des académies en Fédération Wallonie-Bruxelles, donc qui reprend vraiment le théâtre, la musique, la danse ou les arts plastiques, on retrouve ce pourcentage, donc 33% d'hommes qui fréquentent les académies et 67% de femmes. Il faut savoir qu'on n'a pas pu distinguer les âges au niveau des académies, mais on sait que les 18 ans et plus constituent plus ou moins 1/5 des élèves pour toutes les activités, sauf le théâtre, où ils sont majoritaires. Alors quand on regarde un peu plus près la répartition au niveau des disciplines artistiques, on voit que la musique reste le secteur le plus mixte, si on veut, où il y a quand même 40% de garçons et 60% de filles. Les arts de la parole et du théâtre ne reprennent que 34% de garçons. Les arts plastiques, 31% de garçons. Et la danse, seulement 3%. Alors, on a essayé de voir ici qu'est-ce qui se passait au niveau des professionnels, puisque vous savez que la Fédération Wallonie-Bruxelles subventionne aussi les artistes. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Que même si les filles sont plus nombreuses à fréquenter les académies quand elles sont jeunes, elles vont par contre être minoritaires à être subventionnées par la suite quand elles vont fonder des groupes rock ou des groupes de hip-hop. Puisqu'on voit que sur l'ensemble des musiciens qui sont subventionnés, en musique rock, seulement 8% sont des femmes. Et au niveau des managers, on a seulement 12% de femmes. Au niveau du hip-hop, pareil, on aura seulement 7% de femmes et 5% de femmes dans les leaders de groupes de hip-hop subventionnés. Voilà, alors je vais laisser la parole à ma collègue Audrey qui va commencer à vous parler de la jeunesse. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je vais poursuivre l'état des lieux chiffré entamé par Alexandra en vous parlant de la place des filles et des garçons dans plusieurs secteurs, autres secteurs de loisirs, à savoir la jeunesse, les médias, mais aussi les musées. Et on dira un petit mot sur l'école pour conclure. Alors, premièrement, les maisons de jeunes. On s'est demandé avant de savoir qui fréquentait les maisons de jeunes, est-ce que déjà les jeunes connaissent l'existence des organisations de jeunesse? Donc, nous nous sommes basés sur l'enquête de l'Observatoire, donc l'enquête précédemment citée, et cette enquête montre que, oui, les organisations de jeunesse sont assez connues par les jeunes, donc ils sont assez peu à ne pas connaître les organisations de jeunesse. Ils sont 7% à ne pas connaître ces organisations de jeunesse. Par contre, quand on les interroge sur la fréquentation de ces organisations de jeunesse, on constate que s'ils les connaissent de nom, ils sont beaucoup moins nombreux à les fréquenter. Et donc là, on observe une proportion de maximum 30% de jeunes qui fréquentent les associations de jeunes et les mouvements de jeunesse. Donc ils sont assez nombreux à n'avoir jamais fréquenté ce type d'association de jeunesse. On en vient à la question qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir qui fréquente ces associations de jeunesse, maisons de jeunes et mouvements de jeunesse. Et donc là, il apparaît donc ici, en fait, c'était une question difficile parce qu'il n'y a pas de traitement des données sexuées au niveau de l'administration de la jeunesse. Donc ce qu'on a fait avec l'aide du service jeunesse, c'est de procéder à une sorte d'échantillonnage pour savoir la proportion de filles et de garçons qui fréquentent les associations de jeunesse. Donc on a sélectionné 26 maisons de jeunes dans 26 villes, donc des différentes provinces francophones et de Bruxelles, qui représentent des moyennes petites et grandes villes, ce qui nous a donné un total de 4596 jeunes. Et on remarque que sur ce total, donc, qui est assez peu représentatif de l'ensemble des jeunes fréquentant les maisons de jeunes, donc ils sont plus ou moins 30 000, et bien là, il y a 59% de garçons et 41% de filles.
Alors c'est intéressant puisqu'on voit que ces chiffres sont plus ou moins équilibrés, mais quand on va voir de plus près dans l'échantillonnage et qu'on regarde la proportion de filles et de garçons par maison de jeunes, on constate qu'en fait il n'y a que 5 maisons de jeunes sur les 26 qui présentent une proportion plus élevée de filles, et les 21 autres maisons de jeunes sont fréquentées principalement par des garçons. Alors, ces résultats par rapport aux maisons de jeunes laissent à penser qu'il y a quand même un nombre de filles assez important qui fréquentent les maisons de jeunes, malgré les stéréotypes qu'on peut avoir par rapport au secteur jeunesse. Toutefois, nous n'avons pas pu savoir si les filles et les garçons, quel type d'activités les filles et les garçons fréquentaient. Or, on sait que les activités, donc les maisons de jeunes proposent des activités sportives, récréatives et culturelles, et on sait que ces activités sont imprégnées de stéréotypes. Donc, il serait intéressant de savoir où vont les filles et où vont les garçons quand ils sont dans les maisons de jeunes. Alors, autre structure de jeunesse, ce sont les mouvements de jeunesse. Donc, les mouvements de jeunesse qui proposent des activités centrées sur le bien vivre ensemble, des activités conçues par les jeunes pour les jeunes. Il y a 5 mouvements de jeunesse reconnus en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce sont les mouvements dits mouvements foulards. Alors, parmi ces mouvements, certains proposent des activités en mixité, d'autres des activités en non-mixité. Alors, il est vraiment intéressant de constater que les mouvements de jeunesse sont fréquentés de façon très équilibrée par les filles et les garçons. Donc, il y a 50% de filles qui fréquentent les mouvements de jeunesse et 50% de garçons qui fréquentent ces mouvements de jeunesse. Toutefois, il faut savoir que même s'il y a un accès égal pour les filles et pour les garçons, vu que ces mouvements de jeunesse, certains présentent des activités en non-mixité, eh bien, on ne retrouvera que des filles ou que des garçons. Alors, ce qui est intéressant dans le tableau précédent, c'est que même dans les mouvements de jeunesse qui proposent des activités en non-mixité, prenons par exemple les guides catholiques de Belgique, eh bien on trouve malgré tout un certain pourcentage de garçons. Donc il y a 14% de garçons. Alors on peut s'interroger sur la place de ces garçons. Où sont-ils? Est-ce que ce sont des garçons qui ont peut-être des postes de chef d'unité ou de dirigeants d'unité? Mais donc il est intéressant de voir que des mouvements de jeunesse non mixtes initialement, finalement introduisent de la mixité dans les pratiques effectives. Alors, nous nous sommes ensuite interrogés sur la place des filles et des garçons dans le domaine des médias. Et premièrement, dans la consommation et l'utilisation d'Internet. Et là, encore une fois, nous avons été rechercher des données fort intéressantes dans l'enquête menée par l'Observatoire. Il apparaît que les garçons sont bien plus consommateurs de jeux en ligne que les filles. Donc, on obtient donc ici, dans le premier graphique, une proportion plus élevée de garçons qui utilisent des jeux en ligne tous les jours. Donc, il y a plus de 30% de garçons qui utilisent les jeux en ligne tous les jours, ce qui n'est pas le cas des filles. Donc là, la différence, l'écart de genre est très significatif. Par contre, quand on examine la fréquentation par les filles et les garçons des groupes de discussion thématiques sur Internet, la proportion s'équilibre et donc on voit que filles et garçons sont assez consommateurs de groupes de discussion thématiques en ligne, ce qui est également le cas dans l'utilisation des réseaux sociaux. Donc ici, vous voyez que filles et garçons sont entre 40 et 50% de filles et de garçons utilisent et se connectent aux réseaux sociaux tous les jours. Les filles sont un petit peu plus nombreuses à ne l'avoir jamais fait. Mais donc une consommation des médias Internet qui est assez genrée selon qu'on parle de jeux en ligne ou pas. Les jeux en ligne, là, il y a une majorité de garçons et pour le reste, ça s'équilibre dans l'utilisation de ces médias. Alors, nous nous sommes également interrogés sur la place des filles et des garçons par rapport à un autre média, donc le média audiovisuel, la télévision. Et donc là, on a constaté que les garçons aussi étaient plus consommateurs de télévision à tout âge, donc en tout cas jusque 18 ans. Et à partir de 18 ans, cet écart se diminue. Et donc les filles, la proportion de filles qui consomment la télévision rejoint la proportion de garçons. Par ailleurs, une enquête assez intéressante menée il y a quelques années au niveau de la direction d'égalité des chances, qui s'est intéressée aux stéréotypes véhiculés dans les médias et intégrés par les jeunes, montrait que globalement, les garçons regardent plus la télévision avec leur père et les filles avec leur mère.
Alors, un tout autre secteur, c'est le secteur des musées. Les chiffres de la Fédération Wallonie-Bruxelles nous montrent que, globalement, ce sont les femmes qui fréquentent les musées, et ce, à tout âge de la vie. Alors, il y a quand même un résultat assez intéressant, c'est la tranche des 30 à 39 ans, quand l'accès au musée, puisque ces données ont été désagrégées en fonction du fait de si l'accès au musée est payant ou gratuit, et donc, quand l'accès est payant, la tranche des femmes âgées de 30 à 39 ans fréquente moins les musées. Alors bon, on n'a pas de perspective explicative par rapport à ça, mais on peut quand même imaginer que c'est une tranche où la conciliation vie privée, vie professionnelle est plus difficile à mener, et que par ailleurs, quand il y a moins d'aisance matérielle, que l'accès est payant, on se retrouve ici avec donc une moins grande fréquentation des musées chez ces femmes et chez les femmes de 60 ans et plus quand l'accès est gratuit. En fait, ces deux tranches d'âge-là sont des tranches assez sensibles en termes de soins apportés par les femmes. 30-39 ans, le soin aux enfants, 60 ans et plus, le soin aux petits-enfants, enfin, la prise en charge des personnes plus âgées. Donc voilà, là, à ce niveau-là, il y a moins de fréquentation par les femmes. Je reviens maintenant à la place des filles et des garçons dans les médias en parlant de la presse écrite. Donc, on n'a pas de données sur la consommation de presse écrite par les filles et les garçons. On sait que 17% des jeunes lisent la presse écrite, mais on ne sait pas si ce sont des filles et des garçons. Mais par contre, une enquête toute récente, soutenue par l'égalité des chances et réalisée par l'Association des journalistes professionnels, donc un baromètre sur la jeunesse, montre comment les jeunes sont représentés dans les médias. Et là, on voit que les représentations sont majoritairement de sexe masculin. Donc, il y a 70% de représentation de jeunes garçons dans la presse écrite par rapport à 30% de filles, de femmes. Alors, la tranche d'âge jeune représentée la plus proche de la parité est celle des 13-18 ans, à partir du moment où on enlève les pages sportives, puisque quand il y a une couverture sportive, c'est là que les représentations masculines sont les plus élevées. Voilà, alors je vous propose de terminer ce petit panorama chiffré sur la place des filles et des garçons en faisant un zoom sur l'école. Oui, non, avant ça, excusez-moi, c'est aussi important de parler de cette enquête qui a été réalisée par l'Observatoire des politiques culturelles et qui dresse un état de la situation sur la consommation des pratiques culturelles. Il y a donc un petit focus sur le genre, et donc cette enquête met en évidence quelques constats importants au niveau des pratiques justement sportives, de la lecture et des nouvelles pratiques culturelles. Donc, elle montre que les femmes participent moins à des sorties de type festif, cinéma, concerts, discothèques, etc., que les femmes, plus que les hommes, font des pratiques domestiques et que les femmes présentent peu une nouvelle culture de l'écran. Ces différences hommes-femmes par rapport à la consommation des pratiques culturelles sont très influencées par deux modérateurs que sont l'âge et le niveau socio-éducatif. Donc, je vous le disais, pour terminer ce panorama sur la mixité et les différences filles-garçons dans les loisirs, on ne pouvait pas ne pas parler de l'école. Qu'est-ce qui se passe à l'école ? Ah oui, j'ai oublié un slide, on va revenir en arrière. Juste pour que vous visualisez donc, ce qu'on a abordé jusqu'à présent, donc, les deux secteurs sportifs et artistiques. En fait, quand on somme les chiffres qu'on vous a présentés, donc c'est-à-dire pour les activités sportives, quand on somme le nombre de garçons et de filles dans les fédérations sportives, dans les centres ADEPS et dans les maisons de jeunes, nous obtenons cette proportion-ci, à savoir 69% de garçons qui donc sont présents dans les activités sportives par rapport à 31% de filles. Alors on fait le même exercice pour les activités artistiques et culturelles, et là on somme le nombre de filles et de garçons qui sont inscrits dans les académies, et on a vraiment donc un chiffre tout à fait en miroir, où là, on a par contre 67% de filles qui fréquentent ces activités culturelles et artistiques contre 33% de garçons. Voilà, donc cette fois, je viens vraiment à l'école. Donc, à l'école, bon, la mixité à l'école est maintenant institutionnalisée, formalisée, mais cependant, on constate toujours des différences de proportion entre les filles et les garçons à plusieurs niveaux. Donc, les indicateurs de l'enseignement annuel montrent, et ce de façon récurrente, que l'enseignement spécialisé est principalement fréquenté par les garçons. Donc, il y a 65% de garçons dans l'enseignement spécialisé,
que lorsque on examine les chiffres, donc le nombre de filles et de garçons dans les premières et deuxièmes années différenciées, donc le secteur différencié, vous savez, c'est cette filière, c'est ces degrés qui permettent aux enfants qui n'ont pas eu le CEB d'obtenir le CEB dans le premier en première et deuxième année. Là, il y a 75% de filles. Quand on examine les chiffres dans l'enseignement en alternance, c'est un secteur qui est majoritairement masculin. Donc l'enseignement en alternance, il y a une mise à l'emploi, une activité professionnelle en même temps que l'activité d'enseignement. Et là, on a 32% de filles seulement. Enfin, le 4e degré de l'enseignement secondaire présente 81% de filles. Et au niveau des filières d'enseignement, donc dans l'enseignement technique et professionnel, donc technique de transition et technique de qualification et professionnelle, il y a vraiment une segmentation de genre dans ces filières-là. J'y reviendrai avec un petit graphique. Avant ça, je pense que même s'il ne s'agit pas d'un chiffre à proprement parler sur la mixité, on ne peut pas ne pas parler de ce que les indicateurs mettent en évidence depuis plusieurs années, à savoir un phénomène de décrochage scolaire des garçons, donc un beaucoup plus grand taux de redoublement, plus de sorties scolaires et donc un avantage scolaire au niveau des filles. Alors, c'est un paradoxe parce que s'il y a bien un avantage scolaire des filles qui réussissent mieux à l'école que les garçons en secondaire, elles continuent à s'orienter dans des filières qui restent, qui sont moins porteuses d'emploi au niveau du marché de l'emploi. Et donc, on va voir ici dans le graphique la façon dont sont répartis le nombre de filles et de garçons dans l'enseignement technique et professionnel. Donc voilà, donc vous voyez ici, donc ces deux schémas montrent donc la répartition des filles et des garçons dans les filières, dans les options du technique de qualification. Et donc on voit que les filières agronomie, industrie, construction sont majoritairement fréquentées par les garçons, alors que les filières habillement et services aux personnes et hôtellerie sont majoritairement, non, hôtellerie garçons, donc habillement et services aux personnes majoritairement fréquentées par les filles. C'est également le cas pour les filières professionnelles. Il n'y a que l'option économie où on trouve 50% de filles, donc qui est assez équilibrée, et l'option sciences appliquées. Alors quand on examine les chiffres pour les techniques de qualification, techniques de transition et de qualification, on a des résultats tout à fait similaires. Donc une plus grande proportion de garçons dans les filières industrie, construction et hôtellerie et agronomie, et une plus grande proportion de filles pour la filière des services aux personnes. Voilà, un dernier point pour clôturer cet état des lieux chiffrés, c'est la question des cours d'éducation physique à l'école. Donc en fait, les cours d'éducation physique à l'école, les intervenants précédentes vous le disaient, la Belgique est un des seuls pays européens où les cours d'éducation physique sont organisés par défaut en non-mixité. Donc il faut savoir qu'en France, dans les Pays-Bas, en Allemagne, en Angleterre, les cours d'éducation physique sont organisés par défaut en mixité et il est possible de faire des demandes de dérogation pour organiser des cours en non-mixité. En Belgique, c'est l'inverse. Donc la règle est la non-mixité. Alors, donc ça, c'est au niveau des élèves. Au niveau des enseignants, ce qu'il se passe, c'est que souvent, la préférence est accordée pour engager, recruter, faire enseigner un enseignant du même sexe que ses élèves. Donc on retrouve des femmes pour enseigner aux filles et des hommes. En tout cas, la préférence va à ce choix-là, des hommes pour enseigner aux garçons. Depuis 2014, nous avons travaillé avec le secteur de l'enseignement pour donner la possibilité aux établissements qui le souhaitent de proposer des cours en mixité. Alors, il y a plusieurs conditions pour que ces établissements puissent faire une demande de ce type-là. C'est que le projet de mixité en cours d'éducation physique doit être intégré dans le projet d'établissement, que ce projet d'établissement doit être tenu à la disposition du service d'inspection, et que si le projet de mixité porte sur l'année entière, ça nécessite un avis de l'inspection. Donc c'est assez récent comme mesure, ça a été mis en place dans la circulaire d'entrée 2014, et donc on commence seulement maintenant à avoir des établissements qui font une demande pour pouvoir organiser des cours en mixité pour l'éducation physique. Alors, avant ça, je vais peut-être vous présenter la proportion. Donc, on sait que la préférence va à un enseignement par un homme pour un cours d'éducation physique destiné aux garçons et une femme pour un cours d'éducation physique destiné aux filles. Mais dans les faits, quand on observe le sexe des enseignants qui donnent cours aux filles et aux garçons, on se rend compte que même dans les cours d'éducation physique garçons, il y a évidemment quelques femmes, pas beaucoup, mais quand même, quand même
1200 femmes pour 1800... donc, attendez, non, 1200 femmes pour les cours d'éducation physique filles, et donc il y a 500 hommes qui donnent cours dans le cadre des cours d'éducation physique filles. Et pour les garçons, ben là aussi, donc il y a une petite proportion de femmes qui donnent cours dans les cours d'éducation physique destinés aux garçons. Ça veut dire qu'en fait, c'est un peu inévitable. Donc même si la préférence est marquée par le système de l'enseignement pour avoir des personnes de même sexe pour donner ces cours d'éducation physique, dans les faits, pour des contraintes logistiques, souvent organisationnelles, il y a des enseignants de sexe opposé à leurs élèves. Et donc, on le voit d'ailleurs dans les demandes des 2 écoles qui ont été faites cette année pour pouvoir organiser des cours en mixité. Donc, il y en a seulement eu 2 pour le moment. Mais donc, dans le cas de la première école, il s'agit principalement de contraintes organisationnelles, donc de filières où on veut rassembler les filles et les garçons, parce que c'est un enseignement de qualification où le nombre de garçons est très faible. Voilà, je vous remercie et je vais laisser la parole à Alexandra pour conclure cet état des lieux chiffré sur les activités sportives et de loisirs. Voilà, merci beaucoup Audrey. Donc effectivement, on peut conclure, on vous l'a déjà dit, que les activités des jeunes, donc dans leurs activités de loisirs et en matière de sport et de jeunesse, restent quand même très stéréotypées, puisque grosso modo, on est dans des pourcentages 30-70%, plus ou moins. Alors, si la mixité est un choix politique, on peut se demander aussi si on dispose des outils nécessaires. Alors, plusieurs types d'outils ont été proposés. Donc, on voit que les statistiques, les chiffres, les indicateurs ne suffisent pas. Il faut aussi savoir que la majorité des chiffres qu'on vous a montrés sont des chiffres qui n'existent pas de manière structurelle permanente. Ils ne sont pas publiés chaque année comme les indicateurs de l'enseignement. Beaucoup de chiffres ont nécessité des recherches spécifiques, des demandes spécifiques auprès de nos collègues des autres secteurs en Fédération Wallonie-Bruxelles. On s'est référé aussi à des études de l'Observatoire qui ont le grand mérite de désagréger leurs chiffres. Je souris en voyant mon collègue là. Et voilà. Et en plus, ça ne nous donne pas toujours des infos non plus sur ce qui se passe réellement. Par exemple, au sein des maisons de jeunes, oui, on voit qu'il y a des chiffres qui sont disponibles puisque les maisons de jeunes doivent donner des chiffres, mais ces chiffres ne vont pas jusqu'à dire quelles sont les activités qui sont suivies par les filles et par les garçons au sein même des maisons de jeunes. Et on sait qu'il y a une ségrégation stéréotypée à ce niveau-là aussi. Alors, on s'est posé la question de savoir est-ce que les dispositions qui sont prises en matière de prise de décision, donc des quotas qui sont adoptés, puisque vous savez qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles, on a des quotas non pas sur les conseils d'administration des ASBL, comme c'est le cas en Wallonie, mais bien sur les organes consultatifs. Mais je vais quand même faire un petit détour par les ASBL. Donc, on a regardé un peu la question des postes à responsabilité dans les associations des différents secteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Alors, on voit qu'au niveau des fédérations sportives, on a 24% de femmes qui ont des postes à responsabilité dans ce cadre. Au niveau des centres sportifs locaux, on a déjà plus que 20% de femmes. Si on regarde au niveau des centres d'expression et de créativité, on va avoir là 51% de femmes, et c'est le secteur dans lequel on a le plus de femmes au niveau des postes à responsabilité. Or, vous avez pu constater que ce sont des secteurs qui sont quand même majoritairement féminins, en tout cas au niveau de la pratique, mais pas au niveau de la prise de décision. Alors, au niveau des centres culturels, ici aussi, nous avons que 24% de femmes. Pour les centres de jeunes, uniquement 28% de femmes à des postes à responsabilité. Beaucoup mieux, par contre, dans les organisations de jeunesse, puisque là, il y a 41% de femmes dans les postes à responsabilité des organisations de jeunesse. Alors, on a regardé aussi qu'est-ce qui se passait au niveau de la législation dans les organes consultatifs. Donc, en Fédération Wallonie-Bruxelles, la législation dit pas plus de 35% de personnes de même sexe au sein des organes consultatifs. Alors, il faut savoir, en 2012, on a analysé un peu la mise en œuvre de cette législation auprès de 113 organes qui ont participé.
Et on voyait que sur ces 113 organes, 50 ne respectaient pas le prescrit du décret. Et que dans la plupart des cas, donc pour 34 entre eux, la situation était en défaveur des femmes. Et seulement dans un tiers des cas, le déséquilibre était en défaveur des hommes. Alors, au niveau des organes consultatifs du secteur culturel, ils sont composés principalement de membres masculins et la présidence est de plus souvent masculine également. Voilà, donc on voit qu'il y a effectivement un énorme travail aussi à faire à ce niveau-là. On va réaliser, je pense que c'est en 2017, la prochaine évaluation sur les organes consultatifs. On verra si ça donne quelque chose. Donc, au niveau de la disponibilité des données, donc, on vous a expliqué que les données structurelles n'étaient pas disponibles de manière permanente. On a évidemment des publications qui sont maintenant devenues annuelles, comme les indicateurs de l'enseignement, qui ont vraiment fait de gros efforts en matière de désagrégation des indicateurs par sexe. Et on a aussi, depuis quelques années maintenant, la Fédération Wallonie-Bruxelles en chiffres, qui est quand même une publication de référence en la matière, où on trouve, quand c'est jugé pertinent, les indicateurs sexués. Mais on s'est d'ailleurs basé sur pas mal d'études là-dessus, pas mal de recherches ponctuelles, notamment menées par les différents observatoires des politiques culturelles ou des politiques de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse. Alors, dans les perspectives, on notera quand même le décret de gender mainstreaming, qui est maintenant en discussion au Parlement et qui a été adopté récemment en troisième lecture au gouvernement. Et je pense qu'il faut... Pardon ? Il a été adopté au Parlement. D'accord, j'ai loupé un épisode, c'est super. C'est parfait. Il va falloir travailler plus vite que prévu alors. Donc, que dit ce décret de gender mainstreaming ? Donc, il oblige, pour les prochains gouvernements, à réaliser un plan quinquennal d'égalité hommes-femmes assorti de mesures concrètes. Donc, on peut imaginer qu'avec les chiffres et les informations qu'on a vues aujourd'hui, et avec la volonté politique d'avoir une société plus mixte et plus égalitaire, des mesures spécifiques visant la mixité dans les différents secteurs de loisirs, de sport et l'enseignement des jeunes seront adoptées. Alors, on vous a aussi montré un peu que cette désagrégation, cette séparation des filles et des garçons, la différence entre leur participation, a évidemment des effets sur le budget. Ce décret de gender mainstreaming prévoit aussi la réalisation d'un budget genré. Et je pense qu'au niveau du sport, on a vu clairement où partaient les financements sportifs en Fédération Wallonie-Bruxelles, ce qui ne se répète pas évidemment de la même manière au niveau culturel, puisqu'on voit que s'il y a plus de filles dans le secteur culturel, elles sont cependant moins nombreuses que les garçons dans le sport. Et enfin, donc, ce décret de gender mainstreaming demande aussi d'établir des indicateurs de genre. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère qu'on ne vous a pas trop assommé.